Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo des cartes sur table qui va se concentrer sur les premiers spoilers de le nouveau set qui va arriver donc fin d'année, le set 9 Monde Natal Homeworlds en anglais. Donc les spoilers ont débuté la courant août et on va revenir un petit peu sur ce que définit un petit peu ce set et ce qui va nous arriver. euh, en fin d'année, donc pour ce set qui clôturera la deuxième rotation pour Star Wars Unlimited, puisque à partir du set 10, donc le set après Monde Natal, on verra les sets 4, 5, 6 disparaître et une nouvelle rotation être réalisée en début 2027. On se retrouve tout de suite après ça. Donc, Homeworld, Monde Natal, c'est un set qui a été designé, comme le disaient justement les designers du jeu, autour des mondes nataux des différentes espèces qui peuplent la galaxie de Star Wars. Et on va voir ça tout de suite, sous quelle forme ça se traduit. Alors, on va commencer déjà par les nouvelles mécaniques. Alors parmi les nouvelles mécaniques, on va avoir deux nouveaux jetons. Un jeton unité bête, qui est une 3-3 créature. Là, je cache le 3, mais il a 3 de puissance. Donc des jetons unités qui vont être créés par des effets de cartes, potentiellement par des effets de leader. On verra un petit peu de quoi il retourne sur les révélations qu'on a eues jusque-là. Donc le plus puissant, un des plus puissants jetons unités, puisqu'on avait précédemment sur le set Cendre de l'Empire les jetons mandaloriens qui étaient des 2-2 protégés. Ici on a une 3-3, donc meilleure stat, mais on n'a pas de mots-clés. Et les jetons bêtes n'ont pas d'affinité aussi, ce qui peut être important puisque les jetons mandaloriens étaient vigilance. On va avoir un nouveau type de carte. Alors c'est pas vraiment un nouveau type, ça reste une amélioration, mais c'est une amélioration dédiée aux bases, donc qui a le mot-clé fortifié. Donc ce mot-clé indique qu'on doit jouer cette amélioration non pas sur une unité, mais sur votre base. On ne peut pas le jouer sur la base adverse. Euh, on va avoir tout un tas de fortifications, de ce genre d'amélioration avec le mot-clé fortifié. Dans le set, là, je vous en présente une qui peut être soit avoir une action indiquée dessus, soit une réaction, en tout cas un effet déclenché par un effet de jeu. On verra un petit peu comment il fonctionne dans ceux qui ont été révélés jusqu'alors. On va pas trop se focaliser dessus, là c'est juste une vidéo générale sur le nouveau set Monde Natal. Et enfin le dernier jeton la dernière mécanique pardon, qui est un jeton amélioration pardon, c'est faiblesse qui donne -1/-1, donc c'est l'inverse d'une expérience. Et on verra aussi comment on peut donner ces jetons dans les capacités de cartes qui ont été révélées. Il y a aussi une dernière mécanique qui est plus une synergie en fait qui a été apportée par ce set et qui est centrée sur les bases. Donc depuis le début du jeu, on a des bases à 30 points de vie ou des bases à différents points de vie et qui ont des capacités, soit des bases rares, soit des bases communes pour les bases force ou les bases splash de sans foi ni loi. Ici, on va se baser sur les traits. En fait, on va avoir chaque base. Pour ce set, on n'aura que des bases à 30 points de vie, mais elles posséderont un trait particulier, donc qui est en rapport avec la planète de cette base, donc Tatooine, Naboo, Andorre ou Kashyyyk. Donc ces 4 traits qui seront présents dans les différentes couleurs vont avoir une importance par rapport aux capacités des cartes du set. Donc les bases en elles-mêmes sont des bases basiques à 30 points de vie, mais leur trait va compter, donc à la construction du deck, c'est important de le prendre en compte. Donc on va débuter par les decks de démarrage. Donc comme classiquement, on a 2 decks de démarrage qui accompagnent cette extension Monde Natal. Côté Villainy, nous allons jouer le Grand Moff Tarkin, donc qui est un leader Vigilance Villainy, qui a une capacité d'ignorer les pénalités d'affinité d'amélioration ayant le mot-clé fortifié que vous jouez. Donc, ça nous permettra de jouer
toutes les cartes fortifiées de l'extension, y compris potentiellement les cartes fortifiées qui seraient héroïsme, puisqu'on ignore vraiment toutes les affinités. Il a les traits impérial officiels et il se déploie à 9 ressources. Dans ce cas-là, il devient l'étoile noire. Donc là, on a un vrai switch au moment du déploiement, puisqu'on transforme le Grand Moff Tarkin en unité spatiale. Toujours une unité leader, hein, mais spatiale. Donc c'est la première fois qu'on a ce genre comment dire, de déploiement. Avant, on pouvait déployer des pilotes dans l'espace, mais là, c'est vraiment une unité qui est elle-même une unité spatiale. Donc l'étoile noire, symbole de tyrannie. C'est une unité qui a 2 de puissance, 12 points de vie, les traits impérial véhicule vaisseau capital, qui possède la même capacité que le leader non déployé, c'est-à-dire d'ignorer les pénalités d'affinité des cartes fortifiées qu'on joue, et qui a une capacité, quand la phase de regroupement débute, donc à la fin du tour, une fois que les 2 joueurs ont passé, vous pouvez éliminer une base dont les PV restants sont de 10 ou moins. Donc c'est immédiat et ça fait gagner la partie dans le cas d'un duel. Ou si on joue en Twin Sun, ça peut aussi nous permettre de gagner, à voir. C'est donc un leader qui est intéressant pour la nouvelle comment dire, mécanique de fortifier. À voir bien entendu la quantité de cartes et les effets des cartes fortifiées qu'on aura dans le set, et en particulier dans le deck de démarrage pour comment dire, analyser un petit peu plus en détail la puissance que peut avoir ce leader. Le déploiement à 9 forcément est tardif, mais par contre c'est avoir l'étoile noire en jeu rend la partie, enfin la victoire inéluctable si on la laisse en vie, puisque on a une épée de Damoclès au-dessus de la tête si notre base est basse en PV. Donc c'est intéressant, faut vraiment voir ce que vont donner ces cartes fortifiées, sachant que c'est des ressources et des cartes comment dire, qu'on dépense pour des effets sans pouvoir vraiment agresser la base en tout cas de ce qu'on a pu voir sur les cartes fortifiées actuelles. Donc, à voir si ça sera vraiment viable. Bon, on continue sur les cartes fortifiées, justement, avec la doctrine de Tarkin, donc, parce que le deck de démarrage, alors on n'a pas encore les 2 affinités qui sont l'affinité de la base qui sera associée à ces Grand Moff Tarkin, puisque là on voit bien une carte ruse, mais comme il peut jouer n'importe quelle couleur, ça ne nous indique pas forcément la couleur de la base. Donc la doctrine de Tarkin, qui est une amélioration donc, fortifiée pour 1 en ruse et vilainie. La base attachée gagne quand vous jouez une amélioration fortification. Donc fortification, c'est une amélioration avec fortifié. Incliner une unité ennemie. Et une fois joué, donc une fois qu'on joue la doctrine de Tarkin, si vous contrôlez le Grand Moff Tarkin, donnez -3, -0 à une unité ennemie pour cette phase. Donc quand on joue cette fortification, immédiatement on va pouvoir réduire la puissance d'une unité, puisqu'on joue avec le Grand Moff Tarkin, et en plus incliner une unité ennemie. Donc plutôt très puissant comme effet. Encore une fois, c'est puissant sur le papier, mais ça ne permet pas d'agresser l'adversaire, donc on gagne du temps. Est-ce que ça sera suffisant? En tout cas, c'est ce que la stratégie affichée de ce deck Grand Moff Tarkin, c'est quand même du contrôle, en tout cas jusqu'à pouvoir déployer l'étoile noire. Donc on verra si ça suffit. On continue avec 2 autres cartes qui sont présentes dans les decks de démarrage. Le vice-amiral Rempart, c'est une unité terrestre pour 2. C'est une 1-3 impériale officielle. Si une amélioration sur votre base devait être éliminée, vous pouvez éliminer cette unité à la place. Donc j'ai des très bonnes stats, hein, pour 1-5 pour 2. L'unité va rester un petit peu, et ça protège nos fortifications sur notre base. À voir s'il y a effectivement des fortifications qui nécessitent d'être protégées pour que ce vice-amiral Rempart ait de la valeur. Là, on est vraiment dans la découverte, donc c'est un peu difficile de se prononcer. On continue avec l'éclaireur isolé. Pour 2, une 1-3 impérial soldat. Une fois joué, cherchez une amélioration parmi les 8 cartes du dessus de votre deck, révélez-la et piochez-la. Donc hein, on reste dans cet esprit de fortification, on va essayer de chercher des améliorations pour notre base avec cet éclaireur isolé et se renforcer
entre guillemets notre base avec ces améliorations. Je rappelle, hein, ces améliorations fortifiées ne donnent pas de points de vie supplémentaires à la base, elles donnent des effets supplémentaires qui peuvent être bénéfiques pour le plan de jeu du joueur. En tout cas, moi j'ai très hâte de voir un petit peu ce qui va se sortir dans ce type de carte-là pour imaginer un petit peu ce que peut devenir le deck de démarrage Grom of Tarkir ou sa version améliorée. Continue cette fois côté héroïsme avec le deck de démarrage Chewbacca en commandement. Donc Chewbacca, rebelle obstiné, l'action du leader, c'est pour 2 ressources, on incline le leader, on attaque avec une unité, même s'il est incliné, elle ne peut pas attaquer les bases pour cette attaque. Donc en gros, c'est comme si on avait comment dire, alors j'ai le nom en anglais, un dogfight pour 2, au lieu de une ressource seulement. Et ça me paraît assez intéressant parce qu'on a souvent des effets en attaque qu'on voudrait pouvoir trigger plusieurs fois ou dans le tour, ou en tout cas que ce soit des effets en attaque ou que ce soit des dégâts grâce au débordement. Enfin, il y a plein de situations où attaquer avec l'unité, même si on attaque une unité ennemie, est intéressant. Donc avoir cette possibilité-là est intéressante. Alors le coût de 2 est quand même pas négligeable, puisque c'est quand même pas mal de ressources, mais ça me semble intéressant. C'est un leader qui se déploie pour 5 ressources, qui deviennent de 3-6 rebelles Wookiee, et en action, on peut attaquer avec une unité, même si elle est inclinée, elle ne peut pas attaquer les bases pour cette attaque, utiliser cette capacité qu'une seule fois par round. Donc ici on a une capacité qui est gratuite, du moment que le leader est déployé, là, beaucoup plus intéressante. Si on a réussi à installer un petit peu de board, ou juste simplement jouer des unités au moment où au tour de déploiement de Chewbacca, on va quand même pouvoir bénéficier tout de suite de ces unités pour contrôler un peu le board adverse, éliminer des menaces, ou simplement éliminer une sentinelle pour que Chewbacca puisse aller attaquer la base. Dans ce deck de démarrage là, on aura l'arbalète de Chewbacca, qui est une amélioration pour 3 attachée à une unité non véhicule. Une fois jouée, si l'unité attachée est Chewbacca, mettez en ressource la carte du dessus de votre deck et elle donne plus 3 de puissance et plus 1 point de vie. Donc là c'est intéressant aussi, c'est une rampe tout en posant une amélioration sur notre leader idéalement, ou d'autres versions de Chewbacca si on a des versions de Chewbacca unité qui soient intéressantes à jouer. Alors c'est une rampe qui a l'air d'arriver tard, puisque actuellement on n'a pas de version de Chewbacca en dessous de 4 ressources, donc ça veut dire potentiellement autour de déploiement, enfin autour 5 du coup, tour 4 pardon, on pourra bénéficier de cette rampe, parce que c'est peut-être un peu tardif à voir, c'est du ciel à dire pour le moment. On a donc pour une autre unité, le TRTT détourné pour 5, une 7-7 rebelle véhicule marcheur débordement, donc des stats énormes pour le coût de 5 ressources seulement. Une fois jouée, cette unité ne se redresse pas lors de la prochaine phase de regroupement. Donc ça veut dire que lorsqu'on la joue, elle ne se redresse pas à la fin du tour, mais grâce au pouvoir de Chewbacca, on pourra quand même profiter de ces statistiques pour aller attaquer une unité adverse et avec le débordement faire des dégâts sur la base. Donc c'est un downside, hein, cet effet de une fois joué. On a des leaders qui peuvent potentiellement les... non, je dis une bêtise. Donc c'est un downside, pardon, cette capacité une fois jouée, mais on a quand même une très bonne unité avec des très bonnes stats qui va pouvoir défier n'importe quel leader, hein, déploiement à 5, on a rarement des leaders qui ont plus de 7 points de vie, grâce à la capacité de Chewbacca leader. Ça me paraît être très très bien et difficile à contrer, à part forcément avec des sentinelles. Donc plutôt intéressant. Donc pour le coup, le deck de Chewbacca va être accompagné d'une base agression. On a de révéler ici les Ewoks inflexibles, c'est une unité terrestre pour 2, une 3-2 Ewok. Une fois joué, si vous contrôlez une autre unité Ewok ou une base en dehors, vous pouvez infliger un dégât à une base et un dégât à une unité ennemie. Alors là, ce qui est intéressant, c'est cette synergie avec les bases.
Là, il suffit simplement d'avoir une base Andorre, donc une base avec le trait Andorre, pour trigger cette capacité une fois joué. Donc on n'est pas obligé de jouer énormément d'Evoke, ceux-là sont autosuffisants en tour 1 typiquement, pour trigger leur effet une fois joué, à condition qu'on joue une base Andorre. Donc une très bonne unité aussi, hein, puisque faire des petits pings comme ça permet d'éliminer des boucliers ou simplement des unités pour lesquelles il reste plus qu'un point de vie. On continue dans les leaders qui ont été dévoilés jusqu'à maintenant. On va avoir Darth Vader en commandement Villainy. Alors je suis sur des cartes anglaises parce qu'ils n'ont pas été sortis en français, hein, je suis désolé. Donc pour chaque unité amie qui coûte 3 ou plus, gagne Raid 1. Donc ici on est sur un deck agressif, enfin sur un leader agressif, parce qu'il va donner une puissance supplémentaire en attaque à nos unités, donc idéalement avec des unités avec embuscade, ça permet d'aller frapper plus fort, de booster l'attaque de l'embuscade, condition bien sûr que l'unité coûte 3 ou plus, donc à peu près toutes les unités du jeu, hors tour 1, donc c'est plutôt très très puissant. C'est un leader qui se déploie pour 6 ressources, pardon, et qui devient une 5/5 force impériale Sith, qui aide Raid 1 et qui a la même capacité passive que chaque autre unité qui coûte 3 ou plus gagne Raid 1. Alors 5/5 pour 6, au niveau des stats c'est un peu faible, 5 points de vie c'est vraiment pas assez pour tenir, parce que à 6 ressources c'est assez facile d'aller chercher ce genre de leader. Donc il va falloir essayer de l'accompagner de sentinelles, enfin voilà, de le protéger, soit avec des améliorations ou autres, pour espérer l'avoir suffisamment longtemps sur le board. Mais son effet passif étant le même en tant que leader ou unité, c'est pas très grave de le perdre, même à son tour de déploiement. Et on va passer au deuxième leader qui est le docteur Hemlock en vigilance Villainy. En tant qu'action, pour une ressource, on incline ce leader et on donne un weakness, donc une faiblesse, un jeton faiblesse à une unité qui ne possède pas déjà un jeton faiblesse. Donc on va pouvoir donner un -1/-1 à une unité. L'avantage de donner ce genre d'amélioration, c'est qu'elles sont permanentes, hein. Le debuff est permanent jusqu'à ce que l'amélioration soit détruite. Donc ça reste puissant. On ne peut pas le faire autant qu'on le veut, hein, puisqu'on ne peut pas le faire plusieurs fois sur la même unité à cause de cette restriction. Mais comme il se déploie à 6 ressources, et donc il devient une unité 3/6 impériale et officielle, qui a cette fois en attaque, vous pouvez donner un jeton faiblesse à une unité. Cette fois on n'a plus la restriction, donc on peut imaginer le tour de déploiement, donner un jeton faiblesse avec sa capacité leader, le déployer et le donner avec sa capacité en attaque pour donner -2/-2 à une unité. Ça se rapproche beaucoup de l'effet de Mertalzin, avec le downside qu'il faut que ça coûte une ressource en tant qu'action de leader, mais avec le bénéfice que cet effet -1/-1 est durable entre les tours, puisque ça reste un jeton amélioration. Par contre, le côté leader est un peu plus puissant, l'action leader, à condition bien entendu que le leader résiste plus longtemps, mais les statistiques du leader sont un peu plus faibles. Donc c'est difficile de dire s'il aura vraiment un gros impact sur la méta. À voir aussi à quel point il est facile de déposer des jetons faiblesse sur les unités, parce que peut-être que ce jeton supplémentaire peut suffire à faire tourner l'avantage dans la partie. On continue côté héroïsme avec le seul leader actuellement révélé, qui est Wicket. En agression héroïsme, quand une unité amie attaque, une unité qui coûte moins qu'elle-même, on peut incliner ce leader. Dans ce cas-là, on pioche une carte. Donc ici, on est sur on est sur une capacité de leader qui nécessite de faire des attaques sur les unités adverses pour nous permettre de piocher des cartes. C'est un leader qui se déploie à 4 ressources, donc assez tôt dans la partie, et qui devient une 2/5 Ewok forcément, avec une capacité en attaque. Si vous contrôlez une unité qui coûte 3 ou moins, on pioche une carte. Donc là, il suffit de contrôler une petite unité pour piocher.
Donc les leaders A4, on les considère plutôt comme des leaders agressifs, puisqu'ils se déploient plutôt justement pour aller chercher les dégâts très rapidement dans la partie. L'effet de pioche qui nécessite en plus d'attaquer des unités adverses, qui est vraiment pas la volonté des decks agressifs, a l'air d'être un peu contre-productif. Piocher des cartes, ça peut toujours être intéressant, mais essayer de contrôler les unités adverses, surtout avec des plus petites unités, hein, il faut avoir conscience de ça, c'est que nous on va aller sacrifier des petites unités contre des unités plus chères pour piocher avec sa capacité leader. Ça semble un peu contre-productif. On a vu il y a eu pas mal d'unités Evoke qui sont sorties, donc il faut voir si ce spam de board avec plein de petites unités et cette capacité de piocher peut permettre justement de tenir et d'agresser tout en continuant à avoir du gaz avec la pioche. En tout cas, c'est intéressant, ça change un petit peu des stratégies qu'on pouvait avoir précédemment dans cette vague d'agression. On continue donc ici sur la synergie Evoke Andor que j'ai voulu montrer puisqu'on a eu beaucoup de cartes Evoke qui sont sorties, qui synergisent bien entre elles. On a beaucoup d'effets d'Evoke qui synergisent. Ici on a Thibaut qui a pour une ressource, on a une 3-1 en statistique, donc excellent, qui a caché, donc c'est encore mieux parce qu'on ne va pas la perdre immédiatement après l'avoir joué. Elle a peut-être une chance d'attaquer tout de suite, et qui donne en plus à chaque autre unité Ewok dissimulé, pardon, c'est pas caché, c'est dissimulé. Donc dissimulé, c'est un bon mot-clé pour garder ses unités en vie. On en a besoin, on voyait avec le leader Wicked qu'il nous fallait pas mal d'unités pour justement trigger, piocher et pouvoir frapper la base ou les unités adverses. Donc c'est intéressant d'avoir ce mot-clé là sur toutes nos unités. À côté de ça, on a l'Ogré pour 2 ressources en commandement héroïsme. Là, je vous ai montré la belle carte, la carte prestige, dans un style un peu Art Nouveau, qui est une 1-5, et contre une autre unité amie qui coûte 4 ou moins à infliger des dégâts, donc soit à une base, soit à une unité adverse, vous pouvez a reçu des dégâts, pardon, pas infligé, a reçu des dégâts, vous pouvez infliger un point de dégâts à une unité ennemie. Donc là, on a un petit côté, retour de flamme. On vient infliger des dégâts aux unités, à nos unités amies, et ben on refait des dégâts en retour. Donc ça marche pour n'importe quel type de dégâts, c'est-à-dire soit l'adversaire vient nous attaquer, ou on vient attaquer une unité, et ben les dégâts sont infligés. S'il y a un effet de carte qui inflige des dégâts, ça marche aussi. Donc c'est plutôt intéressant, puisque ça permet justement d'affaiblir les unités adverses, d'aller les contrôler plus facilement ou de les éliminer à distance. On a les archers Ewok pour 3 ressources en héroïsme, une 2-5 Ewok. Tant que vous contrôlez une autre unité qui coûte 3 ou moins, donc on est beaucoup sur cet esprit des petites unités qui doivent travailler ensemble. Cette unité gagne une embuscade, donc on a une embuscade de 5 potentiellement autour d'eux si on la joue dans la curve, si notre première unité a encore en vie. À voir si c'est utile, si c'est suffisant. Alors c'est très bien avec l'Ogré, hein, puisqu'on va pouvoir en bouche à 2. Nos Evoke archers ont reçu des dégâts, donc on refait un point de dégâts avec l'Ogré. Ça peut faire des bêtises, mais il faut que tout s'aligne bien, donc à voir si c'est suffisant. J'en ai déjà parlé des Adamanton Evoques, donc on passe le Chief Sherpa. Ici on a eu pour 2 une 1-5, alors on voit que les coûts des Evoques sont très faibles, et c'est normal, mais ils ont des stats corrects quand même, avec pas mal de points de vie, ce qui leur permet de rester en vie relativement facilement. Donc ça c'est plutôt très très bien. Donc Chief Sherpa, donc pour 2 on a une 1-5, cette unité gagne plus 1 d'attaque pour chaque autre Evoque ami, unité Evoque ami que l'on contrôle. Donc on peut, si on arrive à swarmer le board, créer un Chief Sherpa très puissant. Bien sûr, on sait à Star Wars, c'est difficile d'avoir un board très large, mais
quand on a une capacité de pioche que nous donne une Wicked, plus plein de petites unités qui coûtent pas très cher, c'est tout à fait envisageable d'avoir un Chief Sherpa qui soit 3 ou 4 de puissance, et pour 2 ressources, c'est plutôt puissant. J'ai mis aussi le Giant Gorax, qui est pour 7 en agression, une 7-7 débordement, qui a un effet en attaque ou une fois éliminé. Si l'on contrôle une base en dehors, chaque adversaire doit choisir soit de prendre 3 dégâts sur une de ses unités ou une base, enfin sa base, pardon, soit il défausse une carte de sa main et supprime une ressource qu'il contrôle. Alors pour 7, on a une 7-7, donc ça c'est plutôt correct au niveau statistique. Par contre, son effet dans l'attaque ou une fois éliminé est au choix de l'adversaire, ce qui est un peu dommage puisqu'il va choisir l'action qui le dérange le moins, sachant que voilà, infliger 3 dégâts à une de ses unités qui est déjà endommagée, qui va pouvoir aller, par exemple, sacrifier dans le Giant Gorax, ça paraît pas très puissant. Faudra voir s'il y a des synergies intéressantes. Là, c'était surtout pour vous montrer cette synergie avec la base Randor dont on avait parlé précédemment. Donc, on a d'autres biomes. Hein. On avait parlé de Kashyyyk pour les Wookiees, de Tatooine et de Naboo pour les Gungans principalement. Donc ici, j'ai remis quelques cartes qui fonctionnent justement avec ces bases-là. On va avoir le Ritual Dragon pour 8 en agression. On a une 6-9 ruse, pardon. La couleur m'a trompé. On a une 6-9 créature saboteur. Et tant que l'on contrôle une base Tatooine, chaque unité amie entre en jeu redressé, donc y compris le Ritual Dragon. Donc c'est plutôt très puissant puisqu'on va pouvoir jouer, déjà une 6-9 c'est très difficile à éliminer, et il suffit de la jouer pour qu'on ait une menace, déjà qui tape à 6 avec le saboteur, donc qui passe les sentinelles, et en plus toutes les autres unités qu'on jouera après arrivent en jeu redressé. On a ensuite les Rangers Wookiee. Tant qu'on contrôle un autre Wookiee, une autre unité Wookiee ou une base Kashyyyk, cette unité gagne Sentinelle. Donc là c'est pareil, on a une synergie soit avec la base, une base Kashyyyk, si on souhaite jouer une base à 30 Kashyyyk, ou avec n'importe quel autre Wookiee pour trigger son effet. Donc ça c'est aussi intéressant parce que ça permet d'avoir une double synergie si on veut pas jouer une base de Kashyyyk pour diverses raisons. Parce qu'on veut jouer une base force, parce qu'on veut jouer une base rare qui n'est pas ce trait-là. Donc c'est intéressant d'avoir ces possibilités. Et j'ai pas dit c'était une 5-6 au niveau statistique. Et enfin, on a pour 4 ressources, on a le Boss Nass qui est en vigilance héroïsme. C'est une 4-6 Gungan officielle. Et avec un effet, une fois joué en attaque, vous pouvez éliminer un jeton bouclier sur une autre, d'une unité Gungan, n'importe laquelle. Si on le fait, on crée un jeton bête, donc là, les jetons 3-3, et on donne un jeton bouclier à cette unité. Donc ça peut être un trade intéressant quand on veut spammer un petit peu du board avec des unités plutôt très puissantes, parce que là on a une 3-3 bouclier pour le reste de la partie. Donc plutôt intéressant. Maintenant, il faut voir à quel point il est facile de placer des boucliers sur les Gungans. On connaît déjà le Gungan 3-2 bouclier du set 6, j'aurais dit, de Secret of Power, qui a donc cette capacité de protéger dès le départ. À voir si on en a plus dans ce set, ou plus de possibilités de mettre des boucliers. On parlait des jetons bêtes et donc des jetons faiblesse. Donc on va voir un petit peu comment on peut les générer. Ici on a l'assassin clone pour 2, une unité en vigilance Villénie qui est une 1-3 impérial clone soldat. Une fois éliminé, vous pouvez donner un jeton faiblesse à une unité. Donc un effet simple qui fonctionnerait bien avec la capacité d'Hemlock, du docteur Hemlock, en tout cas en supplémentaire, en effet supplémentaire, et qui a cet avantage d'avoir donné un jeton faiblesse qui va rester sur l'unité tout le reste de la partie, en tout cas jusqu'à ce qu'elle soit éliminée ou que l'amélioration elle-même soit éliminée. On va avoir Ezra Bridger de Coatupeur pour 4 en agression héroïsme, une 5-4 force rebelle spectre, donc plutôt des bonnes stats pour 4.
Quand vous prenez l'initiative, vous pouvez infliger 3 dégâts à votre base, dans ce cas, créer un jeton bête. Donc là, on peut volontairement se blesser sa base pour prendre un peu plus de place sur le board, et donc dans une optique agressive ou contrôle, hein, puisque finalement ces jetons bêtes 3-3 sont quand même très très bonnes pour un peu tous les types de styles de jeu, on va dire. Comment dire, donc peupler le board et avoir de quoi frapper la base adverse ou éliminer les unités adverses. Donc intéressant aussi. Et enfin, on a le Beastlair, qui est une fortification pour 2 en commandement. La base attachée gagne, enfin oui, la base améliorée, pardon, gagne quand la phase d'action débute. Vous pouvez défausser une carte de votre main. Dans ce cas-là, vous créez un jeton bête. Donc aussi bien la Beastlair que Ezra Bridger permettent de générer ces jetons-là à la fin du tour, soit pour des cartes, soit pour des jetons, pour des points de dégâts sur sa base. Donc c'est intéressant parce que moi je suis très intéressé de voir comment ces jetons bêtes vont apparaître. Pour l'instant, on n'a pas vu de cartes qui permettent juste de générer des jetons bêtes facilement, entre guillemets, comme on pouvait le faire avec les jetons mandaloriens. Donc là, ça m'intéresse de voir comment ils ont designé cette mécanique. On va terminer avec des légendaires, parce que ça nous intéresse toujours de voir ce qui va sortir. On a vu qu'il y avait eu un beau power creep sur les centres de l'Empire au niveau des légendaires. Donc ici on a l'Empereur Palpatine, qui est une unité pour 5 en commandement Villénie. C'est une 3-2, force impériale, site et officielle, et une fois joué, vous pouvez prendre le contrôle d'une unité ennemie non leader qui coûte 3 ou moins. Dans ce cas-là, on lui donne 2 jetons faiblesse au moment où on prend le contrôle. Donc on a une sorte de traître, l'amélioration traître du 7-1 qui coûtait 5 également. Sauf que là, en plus de ça, on pose une unité supplémentaire avec l'Empereur Palpatine. Et le contrôle est définitif. Même si on se débarrasse de Palpatine, on aura pris le contrôle de cette unité. Elle sera forcément plus faible puisqu'elle aura 2 jetons faiblesse dessus. Mais on aura pris le contrôle, et typiquement sur des sentinelles ou sur des unités buffées avec amélioration que l'adversaire aurait joué, ça peut devenir très très puissant. Et on va aussi avoir Darth Vader pour 9 en commandement agression Villénie. On a toujours des cartes multicolorées qui continuent de sortir. On a une 9-8 force impériale site saboteur, et une fois joué, on peut chercher parmi les 8 cartes dessus de notre deck jusqu'à 2 unités qui coûtent chacune 4 ou moins, et on les joue gratuitement, et ensuite on leur inflige 2 dégâts à chacune d'elles. Donc ici, on peut poser l'équivalent de 17 ressources 17 ressources sur 3 cartes, donc 2 cartes qui coûtent jusqu'à 4 et Darth Vader. En plus, Vador devient une menace avec son mot-clé saboteur. Et nos 2 unités qu'on vient de poser peuvent nous permettre de sortir de situations un peu compliquées. Typiquement, si on arrive à récupérer 2 sentinelles, une terrestre, une spatiale, ça nous permet de bloquer entre guillemets l'adversaire et de poser une menace immédiate pour le tour suivant. Donc 2 légendaires qui m'ont l'air très puissantes. Alors bien sûr, hein, Darth Vader, il faut arriver jusqu'aux 9 ressources pour pouvoir le jouer. Et le fait qu'il soit à la fois commandement et agression va limiter les builds dans lesquels on peut le jouer. Mais ça peut permettre de faire des retournements de situation très sympathiques. Donc voilà pour moi pour cette première phase de spoil sur les mondes natals qui va sortir du coup fin d'année. Je rappelle, c'est le 7-9, le dernier set avant la prochaine rotation, qu'on va suivre de très près. On est en pleine période de jeu compétitif avec les Planetary Qualifiers sur les centres de l'Empire, donc on regarde ça de loin parce qu'on est surtout focus sur le compétitif actuel, mais c'est toujours intéressant de voir ce qui va arriver pour commencer à réfléchir et voir s'il y a quelques cartes qui peuvent s'intégrer dans les decks méta actuels.
En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager et à commenter pour nous donner votre retour sur la vidéo, ce que vous voudriez voir ou qu'on nettoie un peu plus. Moi, je vais attendre un petit peu que que d'autres cartes sortent pour avoir un petit peu plus de contenu à faire sur les synergies ou sur les nouvelles mécaniques. En tout cas, moi, je suis très excité par ce qui a été dévoilé. On voit que il y a certaines cartes très puissantes qui sortent et qui donnent tout de suite envie de construire autour. Donc, et j'ai hâte de voir aussi les prochains leaders pour définir un petit peu la future méta de Monde Natal. En tout cas, je vous laisse là. Amusez-vous bien, jouez bien et à bientôt. Ciao, ciao.